Éric de Montgolfier, bonsoir. Vous êtes magistrat, vous avez été procureur de la République au tribunal de Nice et vous publiez « On ne peut éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts au Cherche-Midi ». Derrière ce titre, il y a une... critiquez, enfin vous dénoncez sévèrement le manque de probité, dites-vous, du monde politique. Et c'est un livre que vous avez écrit avant que l'affaire Fillon ne sorte. Donc vous avez tapé dans le mille, vous ne pensiez pas être servi à ce point par l'actualité, j'imagine. Il n'y a pas de surprise. Je veux dire, depuis que le manque de probité occupe l'espace politique, il n'y avait aucune raison qu'il m'échappe pas. François Fillon, ça ne vous a pas surpris? Parce qu'il s'est présenté comme un paragon de vertu. Vous saviez en fort intérieur, vous disiez cause toujours? Non, je n'ai pas dit que François Fillon était malhonnête. Je ne l'ai pas écrit avant que... Non, mais vous dites qu'il n'y a pas de surprise, donc vous vous attendez... Il n'y a pas de surprise sur l'ensemble. Là, si vous focalisez sur François Fillon, oui, effectivement, il peut y avoir une surprise. Non, moi, j'étais comme tout le monde. Un candidat s'annonce et nous explique qu'il est d'une probité sans tâche. Et puis, quelque temps après, le Canard enchaîné sort des informations qui font que le visage change, le regard change. Enfin, pas de surprise, je confirme, votre livre est très sévère. Vous dénoncez le puissant parfum de corruption qui imprègne la politique. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Et est-ce que derrière, le risque, c'est que finalement, tout se pourrit? Voilà, on passe à autre chose. Non? J'ai pris la peine de dire que non. Mais que, oui, vous l'écrivez, que vous n'êtes pas pour le tous pourri, mais quand on a fini... Vous n'êtes pas convaincu quand je l'écris. Voilà, on se dit, bah oui, vous l'écrivez qu'ils ne sont pas tous pourris, mais enfin, on a l'impression quand même, quand on a terminé votre livre. Mais c'est un peu le sentiment que l'on a de la classe politique. Aujourd'hui, il y a quelques exceptions. Certains se dévoilent autrement qu'on ne les imaginait, c'est vrai. Mais bon, je ne crois pas que, de toute façon, je ne crois pas, qu'on n'ait jamais... comment dirais-je, sauver quelqu'un du cancer sans l'avoir dépisté et sans avoir l'air qu'il en avait un. Quelques exceptions. Quelles sont-elles, ces exceptions? Et est-ce qu'il y a Benoît Hamon dedans? Je vous pose la question parce que vous avez décidé de soutenir Benoît Hamon. Et pourquoi, d'ailleurs? Écoutez, si Benoît Hamon avait eu ce que j'ai appelé les casseroles, ce qu'on appelle communément des casseroles, j'aurais répondu non à sa proposition. Le reste, je le connaissais un peu, du temps où il était député européen et moi procureur à Nice. On s'était rencontrés, on s'est revus depuis. Je crois que c'est un homme intègre, c'est un homme déterminé. Et puis, il est susceptible de porter des idées, même si je ne suis pas socialiste, des idées auxquelles je crois sur la réforme de la justice, ce qui est le mince créneau qui m'est attribué. Alors, une réforme de la justice que vous souhaiteriez voir appliquer et que vous avez soufflé à l'oreille de Benoît Hamon? Que le pouvoir exécutif ne se mêle plus des nominations de magistrats. D'aucune manière. Qu'il fasse connaître son point de vue, son avis, mais qu'on ne soit pas dans un système, ce qui est le cas aujourd'hui, où la très grande majorité, contrairement à ce que l'on croit, des magistrats sont nommés sur proposition du garde des Sceaux. Le Conseil supérieur de la magistrature a un pouvoir relativement réduit. S'il n'est pas d'accord avec le garde des Sceaux, il dit non, mais il ne peut pas lui substituer un candidat. Donc vous regrettez cette porosité entre le monde politique et le monde de la justice. Vous accréditez la thèse qu'on dit autrefois, il y avait, juste avant une élection, au fond la justice levait le pied pour ne pas perturber le cours d'une élection et pour qu'on parle politique et non pas procédure judiciaire. C'est vrai qu'en ce moment, on ne parle que procédure judiciaire. Beaucoup à droite disent, bah oui, le gouvernement a décidé au fond de lâcher la justice, allez-y, enquêtez. Vous accréditez cette thèse en disant le gouvernement, finalement, est intrusif dans le monde de la justice, donne des ordres. Non, je ne crois pas que ce soit exactement la même chose. Je pense que chez les magistrats, il peut y avoir une tentation de servir le pouvoir. C'est pour ça que je préfère qu'on l'écarte en faisant en sorte que le pouvoir ne se mêle plus des nominations. Vous aurez toujours dans le corps judiciaire des magistrats qui iront dans un sens plutôt qu'un autre. Mais le fait que les juges fassent leur métier n'est pas un signe de politisation du corps judiciaire. Il n'empêche, on ne parle absolument pas du futur de la France, on ne parle pas école en ce moment, on ne parle que d'une chose dans cette élection, dans cette campagne présidentielle de procédure judiciaire. Et la droite le regrette. On va écouter, je vous propose d'écouter Éric Ciotti, député Les Républicains, qui y voit une machination. On l'écoute. Le gouvernement, le garde des Sceaux, a décidé qu'il y aurait au cœur de la campagne électorale ce débat judiciaire, cette émission judiciaire sur certains candidats. Donc ça me choque
Et ça rompt une pratique essentielle de la neutralité de la justice en période électorale. Je vous vois faire non de la tête. En tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'on ne parle pas politique, on parle justice en ce moment. D'abord, je connais bien M. Ciotti pour l'avoir beaucoup pratiqué à Nice et d'avoir dû à plusieurs reprises le ramener à une conception plus démocratique de la justice, c'est-à-dire ne pas croire qu'elle serve des intérêts politiques. Alors c'est intéressant d'apprendre aujourd'hui qu'il vient donner des leçons aux uns et aux autres. Mais le problème est le suivant. Faut-il lever le pied quand on est magistrat parce que les élections arrivent? Alors, c'est mon premier dossier au ministère. Il y a bien des années, j'avais constaté qu'on avait donné pour instruction de ne pas envoyer devant le tribunal correctionnel quelqu'un qui se présentait aux élections. Attendez, on se fait complice de quoi? D'une tromperie si on ne fait rien. Car l'électeur, est-ce qu'il n'a pas le droit de savoir pour qui il va voter? Vous reconnaissez que c'était une pratique en cours auparavant? Bien sûr, mais ce n'était pas une pratique satisfaisante. D'y avoir renoncé, c'est plutôt positif que négatif. Moi, je trouve ça très bien, qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne s'occupe pas des élections, qu'on permette à l'électeur de se faire une opinion sur celui pour lequel il pourrait peut-être voter. Écoutez, il vaut mieux savoir. Voter en connaissance de cause. Il vaut mieux savoir avant qu'après. Il n'empêche, ce bruit judiciaire vient énormément. La sanction, elle est tombée pour François Fillon. On l'a compris. Cette affaire de ces casseroles, que vous dites, vont lui coûter la présidence de la République. Vous dites, voilà. Donc c'est un peu un gouvernement des juges. D'abord, je ne suis pas convaincu que les électeurs ne passeront pas outre, puisqu'on les entend dire assez fréquemment ces temps-ci que, bon, après tout, peu importe, c'est notre candidat, il faut qu'il gagne. Et puis moi, je l'ai entendu tellement de fois dans vous le regrettez dans votre livre. Vous dites, c'est incroyable, on a beau condamner des politiques qui se prennent des peines d'inéligibilité, les électeurs d'ailleurs votent pour eux. Alors, c'est les Français qui sont idiots ? Qui sont trop tolérants vis-à-vis des petites combines? Non, bon, je pense à cette dame, il y a quelques années, quand on réalisait le maire de Levallois-Perret qui sortait d'une période d'inéligibilité. On l'interrogeait dans la rue et on lui disait, madame, vous allez voter pour quelqu'un qui est corrompu, qui a été inéligible. Elle a répondu, mais... Enfin, si vous aviez l'occasion de prendre 250 000 francs, vous ne les prendriez pas, vous? Quand vous avez ce genre de réponse, vous n'êtes pas vraiment étonné par ce qui se passe. Et puis, je vais vous dire... Donc, on a les politiques qu'on mérite, après tout, au fond. C'est parce qu'on tolère ce manque de probité qu'ils prospèrent. Ah, c'est bien le sens de mon livre, ça, parce que je parle des politiques, mais je termine en disant maintenant, est-ce que nous ne sommes pas responsables de nos choix? Quand nous servons nos instincts, nos convictions, nos intérêts, plus que ceux de la nation, il ne faut pas s'étonner de ce que l'on trouve. Je voudrais juste dire un mot sur la justice et les politiques. Si les politiques étaient probes, s'ils respectaient la morale publique, la justice n'aurait pas à s'en mêler. Le monde politique est plus pourri, entre guillemets, que les autres mondes que vous avez pu côtoyer, je ne sais pas, que le monde des entrepreneurs, ou bien c'est chacun fait les petites magouilles à son échelle, alors, sauf que les politiques, ils sont dans le radar, et puis évidemment, ils ont une échelle, ils ont plus de tentations. Voilà, le pouvoir a cet inconvénient, c'est qu'il offre de multiples tentations. Et je trouve que c'est la dignité de la politique de résister aux tentations. Quand vous n'y résistez pas, alors vous tombez dans la caricature de la politique. Et on n'est pas forcé d'admirer ce système-là. Moi, je crois que nous avons besoin d'être représentés par des gens qui ne sont pas toujours en train de chercher leur intérêt. Vous savez, M. Ciotti, qui est un artiste dans ce système où voilà, il est avec quelqu'un, il le regarde avec émotion, amour même, et puis il est battu, alors il va vite passer à un autre. M. Sarkozy et à M. Fillon. Vous pensez à des tas de gens. Allez, merci beaucoup Éric de Montgolfier. Donc je rappelle votre livre, On ne peut éternellement se contenter de regarder les cadavres passer sous les ponts au Cherche-Midi, un titre qui fait référence donc au monde politique. Merci. Restez avec tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La police et surtout la justice agirait-elle à des fins politiques? Vous voyez, on est toujours un petit peu sur le même sujet. Marine Le Pen accuse le gouvernement d'instrumentaliser les fonctionnaires. Des fonctionnaires trop nombreux à en croire François Fillon, mais aussi Emmanuel Macron. C'est dans l'air est intitulé ce soir Haro sur les fonctionnaires.